Un, deux, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cette deuxième conférence de cette deuxième journée du Salon Food Hotel Tech qui prend de l'ampleur d'année en année. On est ravis d'accompagner le succès de ce salon. Pour commencer, un grand bravo à l'équipe, et à commencer par Karen Serfati, la directrice. Et également, merci pour le partenariat qui nous lie. Je suis rédacteur en chef du magazine BRA Tendance Restauration, qui appartient au groupe Édition de la RHF, magazine professionnel dédié aux tendances de la restauration commerciale. Et donc, on est ravis d'animer deux conférences, celle-ci et puis cet après-midi avec Deliveroo. Donc, ne la manquez pas non plus, ça va être intéressant. Et ce sujet va être passionnant également. On va parler de l'expérience client avec trois acteurs du marché et non des moindres. Donc, Louisa Hassen, qui est directrice CIO de Malou, entreprise, une solution de digitalisation et d'acquisition client et de communication pour aller chercher les clients, notamment en amont sur Internet. Elle nous en dira plus tout à l'heure. Solution qui a que 4 ans, mais qui fait déjà beaucoup parler d'elle et surtout aide beaucoup le secteur, puisqu'il y a déjà 500 clients qui travaillent avec Malou tout au long de l'année pour acquérir les clients. On en parlera. On a également Alexandre Rossoz, qui est donc directeur général de Loulou. Alors Loulou, vous connaissez sans doute les Parisiens, ce sont des restaurants lifestyle, à Paris, mais pas que, à Pamplonne, je crois, c'est ça, et puis Val d'Isère, en pleine montagne. Des restaurants lifestyle, chic, et qui ont pour objectif de faire vivre des expériences, justement, l'expérience client au cœur de l'ADN de votre groupe. On parlera également du rôle de la digitalisation dans votre groupe. Et puis ZenChef, tout le monde connaît le stand jaune. Alors ZenChef, c'est la solution de gestion et d'expérience client qui existe déjà depuis 11 ans. Donc Guilain Rouessé est le Head of Payment Solutions. Solution de gestion de l'expérience client, de la réservation jusqu'au paiement, et tout travailler aussi bien avec des chefs étoilés qu'avec des concepts de restauration en tout genre, pas moins de 6000 clients aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole pour présenter à votre manière chacune de vos entreprises et puis entrer dans ce sujet de l'importance de la digitalisation. Et avant ça, il est clair que le secteur de la restauration est perturbé depuis la crise sanitaire par énormément d'éléments. Et il est clair aussi, et on en parle dans le colonne chaque mois, que la digitalisation est aussi une façon de le sauver, entre guillemets, et d'accompagner les restaurateurs face à cette crise et de rebondir au mieux. On l'a vu, l'explosion de la livraison dont on a relayé, notamment à travers le panorama BRA, les chaînes sont passées de 60 à 80% par exemple sur la livraison, la vente à emporter. Il est clair également que les bornes prennent de plus en plus d'ampleur dans le secteur du snacking, et pas que. D'ailleurs, les brasseries se mettent de plus en plus à mettre en place des bornes de commande, à mettre également en place les QR codes. Tout le monde s'y met. Là, The Fork a annoncé également rentrer sur le marché du QR code, et il y a de plus en plus d'acteurs qui proposent ce genre de solution qui jusque-là étaient plutôt dédiées à la restauration traditionnelle et rapide, et du coup on voit entre guillemets grâce ou à cause de la crise que le QR code s'impose également dans les brasseries et dans la restauration plus classique. Donc la digitalisation de l'expérience client est aujourd'hui réelle. Est-ce qu'elle est plus que jamais la clé du succès? On va essayer d'y répondre. Pas forcément que par la positive. Les arguments positifs et les arguments opposés à ce sujet.
rentrons dans le vif du sujet. Peut-être avec ZenChef d'abord. Est-ce que vous pouvez nous dire, Guylain, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? ZenChef, donc cette entreprise, cette start-up qui s'est développée depuis tant d'années, depuis quelques années, depuis 11 ans. Aujourd'hui, vous avez donc 6000 clients. Oui. Qui sont vos clients et qu'est-ce que vous faites avec eux? Alors, on a des clients très variés. On a justement des étoilés, mais aussi des chaînes de restauration. On travaille avec Alain Passard, évidemment Anne-Sophie Pic, mais aussi des grands groupes comme Buffalo Grill, comme le groupe Bertrand. Et en fait, nous, notre promesse, c'est d'aider le restaurateur, quel qu'il soit, à gérer son expérience client en commençant par la réservation. Donc finalement, à proposer une solution qui va permettre de gérer l'ensemble des flux de réservation, que ce soit par Internet, par téléphone, à partir d'un même outil, et justement de gagner du temps et d'optimisation de service au moment justement du coup de feu, de placer à table les gens. Et puis ensuite, c'est pour ça qu'on parle d'expérience client, c'est de les accompagner jusqu'à la fin de l'expérience en tant que telle, c'est-à-dire le paiement à travers un outil de paiement par QR code, 100% relié avec la base client ZenChef, et ensuite derrière de les fidéliser à travers la collecte d'un avis, la création d'une base marketing. Et en fait, toute l'idée, c'est de créer un cercle vertueux qui va permettre au restaurateur de mettre en avant son restaurant, que le client puisse réserver très simplement, sans avoir à appeler, etc., soit rapidement et bien accueilli au restaurant, puisse passer une très bonne expérience avec un staff qui se concentre uniquement sur le relationnel, l'échange, et qui est délesté en fait des tâches très rébarbatives et très lourdes qu'il y a aujourd'hui, que le client puisse justement avoir sa dernière expérience, qui est le moment du paiement, le plus fluide possible, sans avoir à attendre 10-15 minutes l'addition, etc., qui sorte donc avec un avis 100% positif, que cet avis soit justement renseigné dans la base client du restaurateur et qu'ensuite ce restaurateur puisse nourrir finalement tous ces bons retours pour que le client revienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client fidélisé, ça coûte 60% moins cher qu'un nouveau client. Et justement, ça peut consommer encore plus. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment d'aider le restaurateur à construire cette base. Sa richesse, c'est son pas de porte. Donc comment est-ce qu'on l'aide à renchérir et à apporter un maximum de valeur à tout ce qu'il fait pendant l'expérience client, avant et après. Voilà. Et concrètement, vu le portefeuille de vos clients, ça concerne toutes les restaurations aujourd'hui. Ouais. On en parlera également avec le restaurateur qui est parmi nous. Mais vous avez également des chefs étoilés. Donc comment vous arrivez à les convaincre, ces chefs, ou est-ce qu'ils sont eux-mêmes convaincus déjà que la digitalisation peut être, en tout cas, une partie de la clé du succès? Et concrètement, quels sont vos retours d'expérience sur ces établissements équipés, alors à la fois en resto gastronomique et dans les lieux plus classiques? Les attentes des restaurateurs, il y en a autant qu'il y a de restaurants. Donc il faut savoir il faut avoir une technologie qui puisse s'adapter très, très simplement à leurs exigences et justement permettre de répondre à leurs attentes dans leur gestion finalement de leur plan de salle, de leur base client, etc. Nous, c'est vraiment notre ADN et c'est pour ça justement qu'on a réussi à répondre à tel type de restaurant. Que ce soit un étoilé, en effet, on va lui permettre de nourrir finalement la fiche client, de donner les meilleures disponibilités pour son client final, on a un outil qui s'appelle ZenCall qui permet justement d'identifier le numéro de téléphone pour savoir exactement qui est la personne, si elle est déjà venue, etc. Et donc d'apporter un service vraiment plus auprès du staff qui va justement pouvoir redonner toute cette valeur aux clients. Donc l'idée, c'est vraiment de s'adapter en ayant un tronc commun qui est de remplacer le cahier de réservation papier pour donner quelque chose qui soulage aussi les équipes. On sait tous qu'aujourd'hui, on a un vrai problème dans la restauration pour recruter du staff. Il y a deux solutions. Soit justement, on augmente à fond les salaires, etc., ce qui est une solution pour renforcer l'expérience client. Mais il y a aussi utiliser la digitalisation pour pallier à des tâches rébarbatives qui n'apportent pas de valeur en tant que telle et soulager le staff, donc le fidéliser, etc. C'est un deuxième enjeu. Donc améliorer l'expérience client, pas forcément par la digitalisation elle-même, mais parce que la digitalisation permet d'être finalement davantage sur l'expérience client et d'être davantage... ça se ressent dans les équipes que quand on a des outils efficaces derrière pour gérer toutes les tâches quotidiennes du restaurant. Nous, on a calculé qu'on faisait économiser à peu près 2 heures de temps par staff par service, donc c'est énorme.
D'accord, et donc des heures qui sont réinvesties dans l'accueil, dans le service, dans le sourire. Ce n'est pas des heures en moins et économisées par le restaurateur. Oui. C'est bien ça le sujet aujourd'hui, digitalisé, mais pas au détriment donc, de l'expérience et du service. Exactement. Et sur la partie du paiement en tant que tel, c'est souvent un point qu'on me remonte en disant ouais, le paiement, c'est le moment où je prends du feedback, etc. Sauf qu'en fait, il faut mettre en balance le temps attendu pour le client final qui, lui, justement, veut juste rapidement payer et partir de cette expérience qui est toujours un peu pénible du paiement. Ce qui n'empêche pas le staff, parce que maintenant, il a beaucoup plus de temps alloué sans courir après son TPE, etc., pour aller prendre du feedback à la fin de l'expérience, mais aussi tout au long de l'expérience. Moi, je suis assez marqué aux États-Unis, alors parce que c'est un autre fonctionnement, etc., de la demande constante de feedback des serveurs. Alors, c'est parce qu'il y a un tips, etc., mais aujourd'hui, on a une vraie contrainte sur le staff. Si on arrive à alléger des tâches qui ne sont pas forcément créatrices de valeur d'un point de vue expérientiel pour réallouer ce temps, pour que le serveur puisse justement s'assurer que tout aille bien au fur et à mesure de l'expérience, à tout moment, vous pouvez rectifier le tir. Alors que c'est beaucoup plus dangereux de se dire mon staff, il est occupé à faire des tâches qui prennent beaucoup de temps, qui ne créent pas forcément de grande valeur, mais c'est très important, le paiement, etc., parce qu'à la fin, je prends le feedback. En fait, de se dire, ce temps-là, on l'alloue pour que si justement il y a un problème entre l'entrée et le plat, etc., on ait le temps de rectifier. Et là, l'impact sur les notes, il sera beaucoup plus positif. Le restaurateur qui parmi nous acquiesce, ça vous parle tout ce qu'il vient de dire? Vous êtes d'accord avec tout ça ou vous modérez certains des propos? Presque tout. Donc juste en 2 mots, nous on dirige un groupe qui a aujourd'hui 3 établissements sous la marque Loulou et un 4e établissement à Paris. On est sur un positionnement où nous on considère en fait que la digitalisation, l'expérience client, elle commence à partir du moment où le client veut venir. C'est pas à partir du moment où il arrive au desk d'accueil, mais c'est tiens, j'ai envie d'aller déjeuner ou dîner chez Loulou, comment je vais réserver, est-ce que je vais appeler? Et c'est là où on a un certain nombre de pain points à résoudre qui sont évidents. Nous, la problématique qu'on a, c'est que, pour vous donner une idée, chez Loulou à Paris, sur les mois de juin, juillet, août, septembre, on gère à peu près 10 000 appels téléphoniques entrants par mois. Ça, c'est juste les appels téléphoniques, c'est pas les WhatsApp qu'on reçoit, c'est pas les SMS, c'est pas les clients qui viennent directement au desk, c'est pas les demandes Internet, c'est juste le téléphone. Donc, à moins d'avoir une centrale d'appel juste pour un resto, ce qui est évidemment impossible, on est obligé, pour améliorer l'expérience de nos clients, d'avoir un certain nombre de solutions qui nous permettent... Alors nous, on a décidé de cibler nos clients récurrents, nos clients VIP, nos bons clients, et au moins pour eux, de leur dire, voilà, vous allez pouvoir, par exemple, remonter en tête de liste sur la file d'attente du téléphone. Donc c'est des petits éléments qu'on va utiliser, mais qui sont clés en fait dans l'expérience du client. Il n'est pas encore arrivé chez vous. Néanmoins, s'il n'arrive pas à réserver, moi ça m'arrive régulièrement de recevoir des messages d'insultes en me disant qu'on n'arrive pas à réserver dans nos restos. Voilà, ça fait partie déjà du premier point de contact que vous avez avec votre client. Après, une fois qu'il arrive au resto, effectivement, c'est clé d'avoir un CRM, d'avoir une connaissance de vos clients, parce que moi, ça fait un certain nombre d'années que je bosse dans ce métier. Et je le dis en rigolant, mais pas que, on le faisait un peu, on le faisait un peu comme des arriérés, c'est-à-dire qu'on savait même pas ce que c'était qu'un CRM. Quand j'ai dit ça la première fois, on m'a regardé bizarrement. On m'a dit non, mais les clients, je les connais, je suis le directeur, je connais les clients. Et en fait, on a toute cette base de données à créer, la connaissance de savoir reconnaître le client qui arrive, savoir quelle est sa table préférée, ses habitudes de consommation. Si c'est un consommateur de vin, on va lui apporter la carte des vins, une carte des vins secrète qu'on a montée. Et effectivement, ça permet du coup de monter le ticket moyen, d'améliorer sa satisfaction, évidemment. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont importants, mais qui vis-à-vis du client, ce que je dis souvent, c'est que ça ne doit pas se voir. En fait, c'est toute une somme de choses que le client ne va pas voir. Il ne va pas voir qu'on s'occupe mieux de lui, parce que ça va paraître tellement naturel qu'il ne va pas le sentir. En revanche, c'est là où je suis moins d'accord, c'est que malgré tout, ça reste une expérience physique. Le client, il vient pour déjeuner, dîner, et il y a des choses qui ne se digitaliseront jamais. En tout cas, nous, c'est notre position en tant que restaurateur peut-être plus traditionnelle sur notre segment à nous. Et il y a des choses qu'on ne veut pas. On ne veut pas que les clients aient la tête dans leur téléphone pour choisir le menu ou choisir ce qu'ils vont manger, parce que ça casse l'ambiance d'un restaurant. Si vous vous arrêtez de parler à table parce que vous avez tous la tête sur votre téléphone, ça casse l'énergie d'un restaurant. Le moment du paiement, pour nous, c'est un moment clé et critique vis-à-vis de la relation que le client entretient avec son chef de rang
qui l'a servi pendant tout le repas. Et nous, on veut effectivement que ce soit un point de contact physique. Et la façon dont on va apporter l'addition, dont le paiement va se dérouler, ça fait partie de nos steps de service qu'on met en avant. Donc nous, on considère que ça, c'est des choses qui ne se digitalisent pas et que la digitalisation, j'allais dire à outrance, ou en tout cas poussée à l'extrême, pour nous, ne fonctionne pas. Maintenant, on gérerait des restaurants plus, par exemple, sous le format de café. Il n'y a aucun débat. On implémenterait des solutions de paiement comme ça parce que l'enjeu, dans ces cas-là, c'est de faire tourner les tables. Pour faire tourner les tables vite, il faut que le client puisse payer vite. Et effectivement, on le sait, c'est comme au supermarché, l'expérience du paiement, elle est toujours douloureuse. Le client n'a pas envie d'attendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous demandez l'addition dans un resto, vous avez déjà envie de partir. Vous n'anticipez pas les 5 minutes d'attente. Maintenant, en fonction de son positionnement, on a des approches différentes. Nous, en tout cas, on considère que le paiement, on veut le garder physique. Et après, il y a effectivement tout ce qui se passe après. Donc la collecte de feedback, la capacité à récupérer ces informations-là auprès du client. Nous, on a implémenté une super solution qui s'appelle ZenChef. Mais non, blague à part, c'est vrai que ça fonctionne très bien. Et nous, toutes les semaines, on fait une review de toutes les reviews avec nos directeurs pour ensuite pouvoir constamment être dans un processus d'amélioration continue. Et ça, c'est des choses avant qui restaient dans la tête du chef de rang et qui ne bénéficiaient pas à l'ensemble du resto et à l'ensemble de l'entreprise. Donc on le voit, la digitalisation de l'expérience client, ce n'est pas uniquement sur le point de vente, ça l'est notamment en snacking, en restauration rapide et sur certains établissements, comme vous le disiez, les brasseries peut-être, là où il y a besoin de rotation de tables rapides, ces bornes, ces menus, etc. Le QR code, par contre, il est en train de s'imposer un peu partout, au choix du client de l'utiliser ou pas. Mais par contre, finalement, la digitalisation de l'expérience client, non, il n'est pas en train de s'imposer partout. Jamais chez nous. D'accord, bon, bah, au moins, voilà. Et on n'est pas les seuls. Mais non, mais... La digitalisation de l'expérience client, donc on l'a vu, vous l'avez dit aussi tous les deux, ça se passe aussi avant et après. Et Malou, vous êtes là pour ça. Donc vous travaillez essentiellement sur l'amont, c'est-à-dire l'acquisition des clients, et puis sur le feedback. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire finalement qu'est-ce que l'entreprise Malou, quels sont vos services auprès des restaurateurs? Ouais. Avant ça, je veux bien qu'on fasse un petit quiz dans la salle. Qui parmi vous a un restaurant? Ok. Qui parmi vous travaille sa visibilité sur Internet? Ok, c'est pas mal. Qui répond à tous ses avis clients? 4. Ok. Et qui a déjà travaillé son référencement? Ok. Il y a un décalage entre le nombre de mains levées sur les avis clients et sur le référencement. Normalement, quand on travaille son référencement de manière complète, on inclut la gestion des avis clients. Donc c'est plutôt un travail partiel, j'imagine, pour certains. Donc nous, ce qu'on fait chez Malou, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que le digital, dans la restauration, il commence avant qu'on sache qu'on va aller chez Loulou, pour beaucoup, parce que Loulou, c'est un vrai lieu de destination. Il commence au moment où le client, il sait qu'il veut aller au restaurant. Et quand le client qu'il veut aller au restaurant, il y a deux options. Soit il sait déjà où il veut aller chez Loulou, il va regarder sur Internet et il va cliquer pour réserver, regarder le menu, les photos, parce que Loulou, c'est un lieu de destination. Soit il ne sait pas encore où il veut aller, et donc il va rechercher par besoin. Il va dire, je veux un restaurant, une terrasse dans tel quartier, un italien ici, un restaurant végétarien où je peux réserver en groupe, etc. Et donc nous, Malou, ce qu'on fait, on intervient à ce niveau-là. On aide les restaurants à être visibles partout, visibles et attractifs, parce que c'est important, partout où leurs clients potentiels vont faire des recherches. Donc ça implique 3 choses. Ça implique d'abord de travailler son référencement local. Ça veut dire se mettre à la place du client pour identifier les mots-clés que notre client potentiel va utiliser pour rechercher un établissement comme le nôtre. Ça implique aussi d'être attractif. C'est pas tout d'être en numéro 1 ou numéro 2 sur Google. Il faut aussi donner envie une fois qu'on y est. Donc ça implique avoir une bonne e-réputation, de bons avis, auxquels on a bien sûr répondu, de belles photos, etc. Et la troisième axe sur lequel il faut travailler, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pour notamment devenir un lieu de destination, être attractif et aussi faire de l'acquisition pour ceux qui recherchent par besoin directement sur les réseaux sociaux. Et là, en fait, c'est plutôt les jeunes. Et donc, nous, Malou, effectivement, on est né en 2018. Et au début, on était une agence spécialisée
en marketing digital pour les restaurants. On fait que de la restauration. Et au fur et à mesure de nos travaux d'agence, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on pouvait gagner du temps. Je vous donne 2 exemples. Lundi, c'était un jour férié. Nous, à l'époque, quand on était en mode agence, on appelait tous nos clients pour savoir s'ils étaient ouverts ou fermés pendant le jour férié ou s'ils modifiaient leurs horaires. Et manuellement, on allait sur les 10 plateformes modifier les horaires. On le faisait parce qu'il faut le faire, mais ça prenait beaucoup de temps par resto. Parce que même si on décide qu'on est ouvert ou fermé, il faut cliquer pour dire je suis ouvert, je suis fermé, j'ai modifié mes infos. Ça nous prenait du temps. Les avis clients, chaque matin, on se connectait sur toutes les plateformes, on répondait à tous les avis clients. Les réseaux sociaux, chaque semaine, on postait, bref, plein de choses. Et donc, ce qu'on a fait en 2020, on a passé l'année avec nos restos qui, dans notre malheur, avaient pas mal de temps à passer avec nous. Et on a transféré toute l'expertise qu'on avait accumulée en tant qu'agence dans une solution qui centralise tout, qui automatise tout ce qui est automatisable, qui donne des recommandations de contenu, de hashtags, qui permet de mettre à jour les infos sur toutes les plateformes, de répondre à tous les avis clients en quelques clics sur toutes les plateformes. Bref, une solution tout en un. Et donc notre solution aujourd'hui, elle est utilisée par plusieurs types de restaurateurs. Des indépendants, d'une part, qui n'ont pas spécialement le budget pour travailler avec une agence, mais qui ont quand même envie de bien faire les choses. On a aussi des groupes qui ont des équipes en interne qui font le travail, mais qui ont besoin de gagner du temps aussi et de le faire mieux. Donc parmi les groupes, on travaille avec Big Mama, Loulou très vite. Le groupe, on a bossé avec le groupe Bertrand aussi, avec pas mal d'établissements. Notre seule limite aujourd'hui, c'est qu'on fait que de la restauration. Donc on a choisi de faire le meilleur produit pour les restaurants. Donc ça implique que chaque fonctionnalité, chaque changement dans la solution, il est pensé avec et pour des restos. On a pas mal de restaurants d'hôtels et là on travaille sur une future solution, donc qui n'est pas encore du tout terminée, pour la partie hôtellerie. Donc en étant aussi spécialisé sur le secteur de la restauration, vous travaillez également, et vous avez dit, pour satisfaire les restaurateurs, mais finalement également forcément pour satisfaire le client. En quoi ce que vous proposez là, on peut se dire, mais on est quand même loin de l'expérience client, en quoi finalement, dès la recherche Google ou la recherche sur les réseaux sociaux, l'expérience client commence en fait? Alors, l'expérience client, elle commence à partir de la première impression que vous allez donner à votre client. Et là, aujourd'hui, où 9 clients sur 10 vont regarder sur Internet pour chercher un restaurant, qu'ils le connaissent ou pas d'ailleurs, la première impression, elle va être sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Donc ça veut dire qu'il faut avoir de jolies photos, des informations correctes. C'est assez dommage quand on a un menu d'hiver en plein mois de juin qui est encore affiché sur les plateformes ou sur le site, et quand les informations aussi sont bien cohérentes. Rien de pire, et pour le restaurateur et pour le client, que l'établissement soit affiché ouvert alors qu'en réalité c'est fermé. Ça déçoit tout le monde et d'ailleurs ça peut impliquer une pluie d'avis négatifs alors même que le client n'est pas client en fait, il est que prospect encore. Donc l'expérience client elle commence à ce niveau-là. Et ensuite, donc nous on fait vraiment l'amont pour remplir le restaurant en réalité, puis après on le gère bien quand il est rempli avec des solutions comme ZenChef et on fait un peu l'aval. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vrai enjeu sur le feedback client. Et donc, les clients, de plus en plus, laissent des avis clients. On a pas mal de solutions aussi pour les inciter à laisser plus d'avis clients. Et les avis clients, en fait, ils servent à 2 choses. Y répondre, ça sert à 2 choses. Enfin, plus que 2 choses même. Ça sert d'une part à comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas chez nous et à travailler sur ce qui ne marche pas pour l'améliorer. Moi, j'ai un client qui avait plusieurs affaires, qui n'était pas beaucoup sur place. Il y avait 2 problèmes dans son restaurant. Il ne les connaissait pas parce qu'il n'était pas sur place. On avait les moules qui collectaient 100% d'avis négatifs. Donc il y avait un problème de fournisseur sur les moules. Et il y avait la serveuse blonde du mardi soir qui effrayait tous les clients. Donc ça, c'est des choses qu'on peut détecter dans les avis clients pour améliorer ces process. Donc ça, c'est la partie analyse. Et ensuite, c'est important de répondre, une fois qu'on a ces avis clients, d'y répondre pour plein de raisons. D'abord parce que ça va envoyer un email à l'auteur de l'avis. Donc en termes de fidélisation, c'est un bon début. D'autre part, parce que ça va vous permettre aussi d'insérer des mots-clés qui vont vous aider à remonter plus facilement en haut des résultats de recherche. Troisième intérêt, les algorithmes, ils adorent que vous répondiez. Ça veut dire que vous jouez le jeu, que vous êtes un bon commerçant qui fait attention. Donc ça va vous aider aussi à remonter. Et l'autre intérêt, ça on ne le sait pas beaucoup, mais ça va avoir un impact sur la note moyenne qui est affichée.
Aujourd'hui, si vous vous amusez pour les restaurateurs à prendre votre fiche établissement sur Google par exemple, que vous faites la somme de tous les avis et que vous divisez par le nombre d'avis, vous ne verrez pas la note qui est affichée. Parce qu'en fait, devant chaque avis, il y a une pondération qui dépend de plein de choses. Un avis qui a 2 jours, il est plus lourd qu'un avis qui a 2 ans. Parce que logiquement, il est plus proche de la réalité. Un avis de quelqu'un qui a déjà mis 500 avis sur Google, comme un influenceur aux yeux de Google en fait, il va être plus lourd qu'un avis de quelqu'un qui a mis 2 notes. Et en fait, dans cette même logique-là, quand on répond à un avis, surtout à un avis négatif, en fait, ça va réduire sa pondération dans votre moyenne totale, parce que l'algorithme il va se dire « Ah, mais ça, c'est un restaurateur qui prend le feedback, qui fait attention, qui veut blablabla ». Et le dernier intérêt, c'est que ça permet aussi de neutraliser l'avis négatif. Pourquoi ? Parce que la réponse, l'auteur de l'avis va la lire, mais également tous les internautes qui vont arriver sur votre page vont lire les avis. Moi, la première, je lis les avis négatifs avant tout pour comprendre si c'est des avis de mauvaise foi, de bonne foi, d'hygiène, de service, de peu importe. Et donc, s'il y a un avis que vous estimez être de mauvaise foi, vous pouvez y répondre et démontrer la mauvaise foi pour en fait juste le neutraliser et faire en sorte que cet avis, il ne vous empêche pas de convaincre des clients potentiels qui vous auraient vu en ligne. Et le fait que le restaurateur réponde aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs, s'investisse sur Internet et communique correctement sur les réseaux aujourd'hui, ça participe à l'expérience client clairement, notamment chez les jeunes. Pour eux, c'est aussi ça l'expérience client. Ça commence en effet sur son téléphone. Ça se termine aussi le fait de pouvoir laisser un avis parce que le restaurant est sur toutes les plateformes. Ça poursuit l'expérience client finalement en dehors du restaurant. On est satisfait parce qu'on a pu également mettre un avis aux côtés des autres, etc. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Je vois que vous hochez la tête. Donc tout ça, ça vous parle aussi. Et vous allez travailler ensemble peut-être du coup. On y travaille. On y travaille de près. Comment vous gérez aujourd'hui tout cet amont et cet aval si je reprends en fait ce que vous disiez tous les deux et que je me mets moi dans mes baskets de restaurateur aujourd'hui, ayant plusieurs sites à gérer. En fait, cette somme de choses, c'est une question de productivité derrière. C'est une question de capacité à être plus scalable et à non pas gérer un resto de façon artisanale en y étant tous les jours. C'est-à-dire que nous, quand on gérait qu'un seul resto, c'était facile. On y était midi et soir et donc on savait s'il y avait un problème avec tel ou tel produit, avec tel ou tel serveur, avec tel ou tel sujet. On pouvait gérer le cahier de résa à la mano parce qu'on pouvait le faire nous-mêmes. Dès lors que vous en ouvrez un à 1000 km de là et puis un troisième et puis un quatrième à Londres comme on est en train de faire, et puis après au Moyen-Orient, etc., mécaniquement, vous ne pouvez pas être dans tous vos restos en même temps. Donc il vous faut des outils pour gagner en productivité, il vous faut des outils pour gérer effectivement tous les canaux entrants. Sur chaque sujet, en fait, vous apercevez qu'il y a énormément de plateformes ou de canaux. En réservation, il y a le téléphone, WhatsApp, SMS, mail, Internet directement, enfin c'est le walk-in, enfin tout le passage. Donc il y a une quantité de canaux à gérer en même temps. Sur les avis clients, par exemple les horaires d'ouverture, nous on est les premiers, je pense que vous allez voir sur nos restos, il n'y a aucune fiche qui est à l'heure. Enfin c'est sûr qu'on n'a aucune... Ça devait faire partie de la démo, je pense. Non, mais voilà, on a de temps en temps, on réalise en pleine saison au mois d'août qu'à Saint-Tropez, on est sur les horaires du mois de juin avec un jour de fermeture par semaine. C'est de l'expérience vécue. Chaque année, on s'en rend compte en milieu de saison, on le sait. Parce qu'en fait, il y a Google, il y a TripAdvisor, il y a tellement de plateformes à gérer qu'on n'est pas forcément capable, à moins d'avoir une armada de personnes qui va gérer pour chaque resto, ce qui, d'un point de vue efficacité des costs, n'a aucun sens. Et donc, c'est indispensable aujourd'hui de se reposer sur toutes ces solutions qui vont nous faire gagner en productivité sur des tâches qui ne se voient pas pour le client. Encore une fois, c'est là le côté un peu frustrant. Enfin, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on prend la digitalisation, c'est qu'on le fait pour un tas de choses que le client ne verra pas. Et qui vont paraître totalement naturelles. On ne veut pas le faire dans le resto. C'est à partir du moment où le client arrive au desk et repart, on veut rien de digital à ce moment-là. En revanche, tout le reste, il faut s'appuyer sur ces solutions-là parce que sinon, on est incapable de gérer 3, 4, 5, 10 restos en même temps et de façon efficace, à moins de mettre 10, 15, 20 personnes. Mais voilà, encore une fois, dans ces cas-là, en termes de croissance, c'est de la croissance qui n'est absolument pas rentable et qui n'a, pour moi, en tout cas, pas beaucoup de sens. Donc c'est pour ça que ZenChef, nous, typiquement, c'est une solution qu'on a implémentée. Malou, on y travaille et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut leverager sur la solution et d'autres boîtes qui sont sur le salon qui nous ont fait gagner une productivité et un temps de dingue. Et c'est ce temps-là qu'on réinvestit et qu'on réutilise et que nos équipes sur le terrain réutilisent pour faire du service, pour peaufiner les gestes de service, pour peaufiner les mises en place, pour aller dans un niveau de détail
dans lequel on ne pourrait peut-être pas aller si on devait à chaque fois avoir plus de monde. Et puis ça évite, ça élimine également, on en parlait tout à l'heure, les irritants, comme on dit, c'est le fait que le client arrive alors que le restaurant est fermé parce que c'était pas la bonne horaire, ou à l'inverse, le restaurant est fermé mais finalement il est ouvert. Vous avez eu des retours comme ça de clients un peu énervés, notamment sur Internet, mais peut-être en direct aussi, qui vous disent oui, mais vous ne mettez pas à jour vos trucs. Voilà. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Au quotidien, non, mais au quotidien, on a encore une fois, ce problème-là à gérer. Ou les menus qui ne sont pas à jour, les prix qui ne sont pas à jour, les prix. Donc ça, c'est... Voilà, encore nous, on a la chance de travailler vraiment avec une clientèle assez captive, donc elle nous en tient moins rigueur sur ce positionnement vraiment particulier. Mais oui, c'est l'histoire de notre vie. Et les avis clients, c'est essentiel en tout cas, de savoir, qu'est-ce qu'on va en tirer ? Où est-ce qu'il y a eu un problème ? Et deuxièmement, évidemment, répondre aux clients et pas laisser un avis négatif en l'air. Et finalement, transformer une expérience un peu négative essayer de la rendre un peu moins négative ou voire positive. Et juste pour rajouter à ce que disait Alexandre, justement, il y a aussi un enjeu d'expertise. C'est-à-dire qu'il y a la productivité liée au temps que j'alloue à réussir à bien référencer mon restaurant, etc. Et puis aussi la connaissance qui est liée à ça. C'est-à-dire que tout le monde ne s'improvise pas pro du référencement et de la gestion d'avis clients. Et tout le monde ne s'improvise pas gestionnaire de CRM et d'archivage data des préférences de chaque client. Donc il y a aussi... Moi, ce que je vois dans la digitalisation, c'est vraiment de décharger le restaurateur de tâches sur lesquelles, finalement, il n'a pas signé pour s'occuper de ça. Ce n'est pas sa passion de gérer les avis clients. Sa passion, c'est de servir les gens, de les accueillir, de s'assurer qu'ils aient la meilleure expérience possible, qu'ils gardent le meilleur souvenir, quel qu'il soit, quel que soit le type de restaurant. C'est pour ça que les restaurateurs ont décidé de faire ce job. Enfin, à mon avis, moi, c'est ma conviction. Et c'est pour ça que nous, on est là vraiment pour les aider au jour le jour. Et finalement, leur proposer des outils qui leur permettent de gagner du temps sur des tâches vraiment qui ne leur apportent aucune joie ou qui, en plein coup de feu, peut même être problématique. De se dire, oh là là, en fait, là, ma réservation, c'est dans tous les sens. Il y a une table de 6, je ne sais pas comment réajuster ça. Ah, il n'y a personne au resto, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas mis à jour mes horaires, etc. etc. Et vraiment, de se concentrer sur ce qu'ils aiment faire. Et le staff aussi. Enfin, on a beaucoup de retours du staff des restaurants nous disant mais merci beaucoup parce que ça nous soulage vraiment. Et pendant le coup de feu, on fait vraiment ce qu'on aime. Et ça fait partie aussi de l'offre de recrutement pour le restaurateur. Est-ce qu'on est capable de leur assurer des process qui concentrent tous leurs efforts sur ce qu'ils aiment faire ? Pour nous, ça, c'est hyper important. Ça répond aux problématiques actuelles de recrutement, du coup. Un restaurateur qui garantissent de tels process et la réputation et tout ce qui va avec donnera plus envie de le rejoindre que le restaurateur traditionnel, sans doute. Ouais. Ça enlève effectivement pour le staff, ça enlève un certain nombre de points qui sont pas qui n'est pas forcément le domaine de prédilection, en tout cas du staff qui est sur le terrain dans les restos. Donc ça, c'est évidemment un sujet clé et il se concentre sur ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que je prends nous, par exemple, notre chef hôtesse, que ce soit à Paris ou à Saint-Tropez en ce moment, son job, elle, c'est d'avoir le Rubik's Cube parfaitement aligné. C'est-à-dire qu'il faut que les tables arrivent à des horaires extrêmement précises pour qu'en cuisine, ils ne se prennent pas un coup de feu en même temps. Parce que si vous mettez les 250 clients en même temps assis, mécaniquement, la cuisine ne pourra pas sortir 250 assiettes en même temps. Donc elle, son job, c'est de s'assurer effectivement qu'on réponde à nos clients habitués et qu'on étale les réservations dans le temps. Et c'est là où des outils qui vont tout de suite lui permettre de visualiser comment son plan de salle va être fait, comment est-ce qu'il se remplit dans le temps, etc. Elle gagne un temps fou et ça devient... alors est-ce que ça devient un argument pour recruter ? Aujourd'hui, ça devient même une base, c'est-à-dire que c'est même plus vraiment un argument, c'est vraiment la base, mais au moins elle se concentre sur son métier et la personne est 100% productive là-dessus. Ouais. Moi, j'ai deux choses à rajouter. Il y a quelques années, un des gros arguments qui faisait qu'un restaurant réussisse ou pas, c'était son emplacement. C'était clairement ça. Et aujourd'hui,
c'est toujours l'emplacement. Mais c'est plus trop l'emplacement sur la rue, c'est l'emplacement sur Internet. Donc il y a un vrai enjeu de faire en sorte d'être bien visible. Et la deuxième chose, c'est que c'est génial d'utiliser les bons outils pour se soulager. Il faut juste pas oublier que le travail du restaurateur, c'est de servir une bonne cuisine avec le sourire, avec un rapport qualité-prix qui tienne la route. Et qu'en fait, le digital, ça remplacera jamais ça. Et donc ça, il faut bien le garder en tête et éviter vraiment d'utiliser le digital comme des pansements pour résoudre des choses qui, en fait, on ne peut pas résoudre avec des solutions. Et la nouveauté de ces dernières années, peut-être, c'est que les clients aujourd'hui le savent, que les restaurateurs ont ces outils et donc ne comprennent plus finalement qu'un restaurateur ait autant de problèmes à gérer telle ou telle chose qui pourrait être fait de manière informatisée ou en tout cas digitalisée. Ça, je ne sais pas si les consommateurs, en réalité, ils sont aussi durs Non, avec les restaurants. On sait tous que tout le monde a du mal à recruter, que les matières premières ont flambé, qu'il y a aussi un niveau d'indulgence qui s'est un peu, je pense, augmenté parce qu'on sait très bien que le contexte il est difficile pour tout le monde. Oui, donc, les clients sont moins indulgents, vous pensez? Ah oui. Un peu plus indulgents. Oui, plus indulgents, pardon. Ouais. Vous vouliez dire sur... Non, il y a un autre sujet qui est clé quand on parle de digitalisation on a parlé de digitalisation et client et digitalisation et staff. En fait, il y a un vrai sujet aussi de conduite du changement et d'adoption des outils par les équipes. Ça, c'est un élément essentiel parce que encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais le niveau d'adoption d'outils digitaux de ce type-là par les équipes en salle et en cuisine, dans la restauration, on n'est pas loin de moins l'infini. Enfin, moi, quand je suis arrivé, je racontais tout à l'heure l'anecdote, mais il y a pas si longtemps que ça, on m'a apporté encore des piles de bons de livraison au bureau, qu'on agrafait avec les factures qu'on imprimait, qu'on rangeait dans un classeur, et on faisait quand même une photocopie dans l'autre classeur si jamais le premier classeur était perdu. Et on en était à ce niveau-là, il y a quelques années, on n'était pas très... Enfin, je ne parle pas de ça d'il y a 10 ans, il y a 3-4 ans. Et pourtant, on est un des groupes de restauration aujourd'hui qui avons des très gros établissements, mais c'est une réalité. Hier, j'ai déjeuné avec un de mes potes chefs restaurateurs. Il est arrivé au déj, on était dans son resto, et il avait dans sa main une pile de bons de livraison aussi. C'est l'histoire vraie, je pense, des restaurateurs aujourd'hui. Donc l'adoption par les équipes de ces outils et la façon dont on va conduire le changement vis-à-vis des équipes pour atteindre ce niveau de productivité, c'est absolument clé parce que c'est ce qui bloque et c'est nous, par exemple, pour pouvoir bosser avec Malou, c'est ce que j'ai dit à mon directeur des opérations, c'est il faut trouver la bonne personne qui va être capable d'utiliser l'outil. Parce que ce n'est pas juste de brancher un outil ou de se brancher sur une plateforme quelconque, c'est de l'utiliser pour que ce soit vraiment, que ça ait vraiment de la valeur. Ouais, ça, pour compléter, on s'est rendu compte aussi que les restaurateurs n'avaient pas le temps, même si c'est la meilleure solution, n'avaient pas le temps de l'utiliser. Et donc, en fait, on a une deuxième offre dont je ne t'ai pas parlé, Alexandre, qui s'appelle Copilote, où en fait, quelqu'un de chez nous va utiliser la solution. Les négociations se font en direct, c'est bien. Hein. Où en fait, on a quelqu'un de chez nous qui va faire 80% du travail pour le restaurateur. Et c'est des choses qu'il ne peut pas gérer. Donc envoyer un photographe professionnel, travailler le référencement, gérer les avis positifs. Et les choses sur lesquelles c'est nécessaire d'être sur place opérationnellement, mettre à jour les infos, c'est un bouton, donc ça, on vous laisse. Répondre aux avis négatifs, il faut savoir ce qui s'est passé, donc ça peut être géré. Et ça permet en fait d'avoir une combinaison win-win où on tire le maximum de valeur de la solution et on est accompagné sur ce pourquoi en fait on n'est pas staffé. Juste pour rebondir sur les bons de livraison, etc., j'avais lu une stat, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais que 50% des restaurants n'avaient pas de site internet. Ouais. Et ça peut faire un peu peur, surtout quand tu parlais d'emplacement, et je suis convaincu de ce que tu disais, le premier emplacement aujourd'hui il est digital, que ce soit à travers un site, mais aussi peut-être à travers Instagram, enfin en fonction des expériences qu'on veut créer et de la clientèle qu'on veut cibler. Et en fait, il y a encore énormément de travail à faire pour les accompagner. En effet, réussir à changer les habitudes de fonctionnement, mais à chaque fois, c'est pour le mieux. Mais juste pour rephraser peut-être la question générale, c'est plutôt la digitalisation au service de l'expérience client, parce que ça ne se voit pas, mais ça se ressent. En fait, la digitalisation aujourd'hui dans la food, on reprend des codes de l'e-commerce, finalement, c'est un peu ça. On essaie de les appliquer au concret. Donc, en préservant la dimension humaine qui est la clé même de tout ce qu'on fait. Mais donc justement, réussir à créer l'expérience la plus fluide possible, ça ne se voit pas, mais quand ce n'est pas fluide, ça se voit énormément.
et peut-être d'autant plus à la sortie, après la sortie de ces 2 années un peu particulières, les gens ont vraiment envie d'aller dans des lieux comme le vôtre où ils ont une vraie expérience et un rapport social avec le serveur, avec l'équipe, avec pourquoi pas le patron, etc. Et pas des bornes ou des... Alors il y a tout en fait. Finalement, en préparation, on se disait il y a autant de restauration, il y a autant de modèles que de restauration. Et puis finalement, la digitalisation s'applique de manière variée à tous ces types de lieux, à chacun de choisir un petit peu quel curseur il va mettre et comment il veut accueillir son client. C'est un peu ça. Alors, je peux reprendre ta phrase ou pas de tout à l'heure? C'est pas moi qui l'ai dit, mais non, mais la digitalisation, c'est vrai que c'est un moyen, c'est pas une fin. Donc, c'est un moyen, ça veut dire qu'on doit s'appuyer dessus pour être plus efficient, mais ça veut dire que du coup, en fonction de son positionnement et de sa typologie de restaurant, est-ce qu'on est un resto avec du passage? Est-ce qu'on est un lieu de destination? Est-ce qu'on est un resto fast-food, casual, fine dining ou étoilé ou lifestyle comme le nôtre? On va avoir à chaque fois des réponses différentes en fonction de la typologie de clients qu'on veut viser, de nos objectifs et de ce qu'on veut en faire. Voilà, nous, par exemple, on a répondu nous à cette question en se disant la digitalisation, c'est beaucoup sur la connaissance du client parce qu'on travaille avec une base de clients captifs et c'est eux qu'on veut faire revenir et c'est ces gens-là qu'on veut. Donc c'est essentiel qu'on connaisse nos clients. Et effectivement, il y a encore 3 ans, on avait zéro info. Enfin, c'était absolument sidérant. Moi, j'ai bossé dans d'autres métiers avant, mais c'était absolument sidérant de voir que la notion de CRM ou de base de données clients, la seule chose qui faisait foi, c'était ce que le directeur avait dans sa tête. On n'avait absolument rien là-dessus. Donc maintenant, on donne des objectifs à nos équipes de remplir les fiches clients, d'avoir des infos. Donc normalement, nos fiches sont de mieux en mieux renseignées. Mais voilà, nous, on a défini un certain nombre d'objectifs, beaucoup sur le back-office, sur la gestion du restaurant en tant que tel, pour faire gagner en productivité l'équipe. Et vis-à-vis du client, voilà, c'était de mieux le cerner, de mieux l'accompagner, de le reconnaître quand il arrive, de pouvoir googliser les clients quand ils réservent, parce que parfois on a envie de faire une soirée, on va avoir envie par exemple d'avoir des clients dans la mode, parce que nous c'est un des secteurs qu'on a envie de viser dans notre resto. On veut voir si ces gens-là correspondent effectivement quand on veut faire des soirées où on essaye de rassembler des gens qui sont un peu plus de tel ou de tel univers. Voilà, c'est beaucoup plus de profiling client qui nous permet derrière d'être beaucoup plus efficace pour les équipes. Encore une fois, je prenais l'exemple de cette carte secrète des vins qu'on a faite, mais se dire qu'on va faire une carte secrète des vins avec des bouteilles qui ont des prix qui explosent, c'est super bien, mais si vous ne savez pas à qui la vendre, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire proposer une carte des vins avec des vins à 1000, 2000, 3000 euros, mais si vous n'avez pas les clients si vous ne savez pas dans votre salle sur les 250 clients qui sont là qui va pouvoir l'acheter, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est vraiment un exemple concret que nous on a mis en place, qui nous a permis de monter notre ticket moyen et de répondre à une vraie demande de nos clients et d'améliorer du coup leur expérience. Mais le client, il ne sait absolument pas qu'on fait tout ça. Et heureusement. C'est en transparence et c'est ce fameux finalement sujet de la data qui est là au cœur de la restauration, mais de tous les métiers aujourd'hui. Revenir peut-être sur le QR code, hein, c'est quand même la petite révolution et puis la renaissance un peu de ses cendres avec le Covid. Aujourd'hui, alors pas partout, mais pas mal de restaurateurs s'y mettent. C'est quoi les retours? Comment les clients prennent ça? Est-ce que ça se fait naturellement? Est-ce qu'il y a encore un frein chez certaines clientèles? Lesquelles? Est-ce que vous avez un peu des statistiques ou au moins des retours d'expérience sur comment ça se met en place dans les restaurants et quel type de restaurant? Globalement, le QR code, c'est une technologie qui a 10 ans. Donc même plus, je pense. Je pense que ça a plus de 20 ans que 10 ans, à force de dire que c'est une technologie qui a 10 ans. C'est un moyen, encore une fois. Donc ça pourrait être demain une puce NFC sur laquelle on met son portable, etc. Là où je suis d'accord avec Alexandre, c'est que ça dépend vraiment de la typologie des restaurants. Et en fait, le QR code en tant que tel, c'est juste un moyen d'accéder à un lien Internet. Donc tout ce qui est intéressant derrière, c'est l'expérience qu'on propose derrière ce QR code. Donc ça peut être via le menu, la commande à table pour certains types de restaurants, le paiement à table pour certains types de restaurants, etc. etc., etc. Après, en fonction en effet des restaurants, nous, il y a des QR codes qu'on a aimantés sous les tables et au moment où le client demande l'addition, le serveur met le QR code sur la table. On propose plein de types de QR codes, mais pour moi, c'est vraiment pas une fin en soi. Ce qu'on est en train de développer avec ZenChef, c'est justement d'envoyer le lien de paiement directement
sur le portable du client qui a réservé via ZenChef. Donc de se passer du QR code. Mais encore une fois, enfin, faut pas mettre des QR codes partout. C'est un outil comme un autre. Mais par exemple, dans l'expérience client, vous avez dit derrière le QR code, il peut tout y avoir. Il peut aussi y avoir, par exemple, de la vidéo qui présente les fournisseurs non, mais c'est un lien. ou le back-office. Est-ce que ça, c'est parce que vous dites chez moi pas de QR code, pas de paiement, ou est-ce que ce genre d'informations additionnelles, vous préférez que ce soit le serveur qui vienne en parler lui-même ou alors j'allais dire ni l'un ni l'autre. D'accord. Non. Nous, en fait, l'expérience client telle qu'on la voit dans les restos, elle est centrée sur le lieu, parce qu'on va bosser dans des lieux plutôt d'exception. Donc notre premier resto à Paris est au sein du musée des Arts Déco, dans le bâtiment du Louvre, avec la terrasse dans le jardin des Tuileries. Donc c'est le lieu et le décor, c'est un élément essentiel de l'expérience. Le service, évidemment. La food, on reste dans un resto, donc c'est clé. Mais voilà, c'est ça, nous, l'expérience au moment où vous êtes dans le resto, on veut que les gens se concentrent là-dessus. Et après, il y a une notion d'expérience sociale, parce qu'on veut essayer de faire en sorte de créer une énergie dans les restos, que les gens, qu'il y ait du eye contact, que les gens se parlent, que les gens se croisent, qu'ils se connaissent ou qu'ils ne se connaissent pas. Maintenant, la façon dont on va communiquer sur notre environnement, donc, que ce soit nos fournisseurs, nos partenaires, les produits avec lesquels on va bosser, même faire connaître le staff, ça on le fait, mais par d'autres moyens. On ne le fait pas dans le resto, on le fait sur Insta, on le fait sur LinkedIn. On est assez traditionnel, on n'est pas allé voir beaucoup plus loin que ça pour le moment. On le fait via la presse écrite, web et parfois télé. Mais voilà, on le fait là, et on considère que ce n'est pas forcément la place dans le resto de le faire. Et donc c'est pour ça que nous aujourd'hui on a plutôt, je ne devrais pas le dire, mais même quand c'était obligatoire, on avait quand même banni le QR code. Nous l'avions nos menus régulièrement, mais on l'avait banni parce qu'encore une fois, nous c'est à l'entre, mais là c'est vraiment très personnel. On avait voulu nous lancer par exemple un concept de café italien beaucoup plus à la fois plus accessible en termes de prix, où les gens restaient moins longtemps à table, etc. Là, la question s'était absolument pas posée. On aurait mis un QR code, à la fois potentiellement, peut-être pas pour le menu, mais en tout cas pour le paiement, parce que l'enjeu là, c'était de faire tourner les tables plus vite. Et c'était dans une notion d'un service qui était peut-être un peu plus décontracté et qui se voulait un peu moins classique. De toute façon, enfin, on imaginerait mal une borne de commande chez Maison Rostand. Enfin, l'idée, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on disait, à tout type de restaurant, une solution. Et le fait de se dire, il y a une technologie, je la mets partout, sans même me poser la question de l'expérience que je veux créer dans mon restaurant, c'est une erreur. Mais le QR code pour rassurer le client, notamment dans une restauration moins qualitative ou moins expérientielle, entre guillemets, en disant oui, mais chez nous, le poulet vient de là, on travaille. Ça, c'est pas mal aussi, finalement. Ouais, ça permet justement. Mais le serveur peut aussi. Enfin, encore une fois. Le serveur peut le faire, mais. On peut avoir ça dans. Ça dépend de l'expérience qu'on veut offrir et justement de l'enjeu de rotation de table, etc. Je pense que si vous étiez chez, je sais pas, encore une fois. L'oiseau et qu'on vous dirait pour les allergènes flasher le QR code, on serait un peu genre non, excuse-moi, tu vas m'expliquer s'il y a des allergènes dedans. En revanche, oui, peut-être que chez McDo, mais enfin je prends deux extrêmes volontairement. Donc, mais c'est vraiment qu'est-ce que je veux créer moi comme expérience? Où est-ce que je compte gagner du temps? Quels sont les enjeux que j'ai par rapport finalement à ma rentabilité? Je pense que dans tes restaurants, ton but, c'est justement que les gens restent le plus possible et que derrière, il y ait vraiment qu'il y ait de la commande, encore, etc. Un ticket moyen. Chez d'autres restaurants, nous, on travaille chez Dahlia, par exemple, qui est un super resto, qui est très premium, avec vraiment de la super nourriture et un service génial. En revanche, ils ont un vrai enjeu de rotation de table parce que le mercredi à midi, c'est le coup de feu. Ils ont 120% de réservation et il faut que ça tourne. Donc ils se disent, ok, c'est cohérent avec le modèle qu'on a créé. C'est logique qu'à ce moment-là, il y ait ce QR code. Donc voilà, encore une fois, c'est par rapport à ce que vous voulez créer comme expérience. À chaque type de restauration, sa digitalisation. Et puis peut-être que le conseil général, c'est aussi aux restaurateurs qui sont un peu perdus, de finalement se faire accompagner par des experts comme vous ou d'autres sur justement qu'est-ce qui est bon de mettre en place ou pas selon sa stratégie et son envie finale. C'est un peu ça l'idée. Et avec un enjeu que moi, en tout cas, j'ai pareil à mon échelle, et ce que je dis là est une vérité que nous, on a expérimenté, mais qui n'a aucune valeur universelle. Attention aussi quand même à ne pas empiler une somme d'outils qui fonctionnent en silo
où, voilà, quand moi je suis arrivé et qu'on a relancé tous ces chantiers il y a quelques années, on avait des super outils vraiment sur chaque élément, que ce soit la caisse, la résa, les achats, la gestion des stocks, etc. Et en fait, on se rendait compte que tout ça avait été mis en place. On avait sans doute une Ferrari par sujet, mais, enfin, ou en tout cas une pièce de Ferrari par sujet, mais on n'avait rien monté ensemble. Et donc, je prends un exemple tout bête, mais si vous n'êtes pas capable de relier vos caisses à votre système de gestion de stock, bah, c'est super, mais votre solution de gestion de stock, en fait, elle ne sert à rien, parce que l'intérêt, c'est de savoir ce qui vous reste, d'anticiper vos recommandes, principalement en BEV, parce qu'en cuisine, ça reste géré par le chef directement la plupart du temps, mais en tout cas d'avoir accès à des inventaires théoriques qui vont vous permettre de gagner du temps. Mais donc la connexion entre la façon dont ces différents outils vont se parler, d'en avoir une compréhension globale, moi en tout cas je trouve que c'est un élément clé, que juste d'empiler les sujets les uns à côté des autres ou les couches les unes au-dessus des autres sans jamais créer de lien entre tous ces outils. Si on arrive à créer le lien, c'est là où ça devient, enfin, je pense, extrêmement puissant et robuste et utile. Mais pareil sur les bases de données clients, nous on a des gros sujets entre la solution de mailing qu'on utilise, la solution de CRM, c'est un cauchemar en termes de base de données clients et c'est un vrai gros, c'est un vrai gros sujet par exemple. Ben, merci à tous les trois. Un mot de la fin, Malou, c'est bon, ça te convient ce qui vient d'être dit? Ouais, moi, ça me convient Chez Malou. et juste que aujourd'hui les clients ils vont vous chercher sur internet, que vous soyez un lieu de destination ou pas, et que vous voulez le faire tout seul ou être accompagné, en fait on peut juste plus dire aujourd'hui moi ça m'intéresse pas d'être visible sur internet. C'est pas possible aujourd'hui quand on est à un resto. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore 5-10 minutes. Si vous avez des questions dans la salle, alors je vais faire le modérateur. Vous avez des micros? Tiens, ouais, c'est bon. Bonjour. Bonjour, Gangat Melvin, business analyst. J'aurais une question. On a bien sûr abordé la digitalisation, la collecte des données, les CRM, etc. Et on n'aborde pas du tout, en tout cas depuis, c'est mon deuxième jour dans le salon, on n'aborde pas du tout la question de la sécurité des données. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, on gère la protection des données, la RGPD et tout ça? Enfin, j'ai pas du tout entendu une ligne sur ça. Merci beaucoup. C'est une question clé, parce que déjà la première question, c'est à qui appartient la donnée. Nous, notre conviction, Cézanne Chef, c'est que ça appartient au restaurateur. C'est ses clients, c'est sa donnée. Donc on est sous-traitant de la donnée du restaurateur. Mais il en est le propriétaire et l'unique. On n'a pas le droit d'aller démarcher ses clients pour le compte d'autres clients, etc. C'est sa donnée. Après, notre enjeu, c'est justement de sécuriser sa donnée et de répondre justement à tous ces enjeux GDPR, etc. Donc évidemment, ça a été un gros bouleversement pour tout le secteur de la tech, justement, ces normes, mais ça a été très positif pour deux raisons. Donc s'assurer, qui possède vraiment la donnée, comment est-ce qu'on la sécurise et comment est-ce qu'on la collecte, ce qui est le troisième point le plus important. De se dire, d'accord, je fais rentrer une donnée à caractère personnel qui est le client en fait qui vient chez moi. Je vais pouvoir générer encore plus de données parce qu'on va pouvoir savoir ce qu'il a pris, avec qui il est venu déjeuner, etc., etc., etc. Il va falloir être capable de lui assurer à lui, le client final, d'avoir la donnée la plus sécurisée possible et qui ne soit pas utilisée sans son consentement. Donc ça, pour moi là-dessus, je considère qu'il y a un alignement des planètes assez bon et que la plupart on va dire des acteurs de la food tech y répondent de plus en plus. Sachant que c'est des demandes encore plus importantes de la part de nos clients. Je prends un exemple, Marriott. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, il y a eu un piratage généralisé sur leur base de données et principalement sur les bases de cartes. Ça les a un petit peu marqués. Et donc maintenant, c'est des process très très longs de validation, etc. On discute beaucoup avec eux pour justement s'assurer que tous les services qu'on peut proposer sont hyper sécurisés. Donc le temps où c'était un peu le western par rapport à ça, à mon avis, est fini. Et encore une fois, je rajoute un point hyper important, c'est que puisque tout se digitalise, vos données, en tant que restaurateur, c'est aussi votre pas de porte. Enfin, c'est aussi votre richesse parce que c'est vos clients derrière tout ça. Et c'est quelque chose qui finalement va être regardé de plus en plus. Si vous comptez ouvrir un 2e resto, 3e resto, etc.,
vous allez voir que toutes ces données, elles vont être très utiles pour aller voir une banque, pour montrer la puissance de la marque, etc. Donc c'est un super bon point. Y aurait-il d'autres questions à l'un des trois speakers? Sinon, on va clore cette... je crois qu'on est bon dans le timing. On a tenu une heure passionnante. Merci à tous les trois. Alors, vous avez chacun, non, pas vous, pas Loulou, vous n'avez pas de stand. Vous avez tous les deux un stand pas loin vers là-bas. Trouvé. On a également un stand juste devant, d'ailleurs. Le B25 pour ZenChef. B25. Et nous, on est au C12 à l'entrée avec les ballons rouges. Pile poil devant l'entrée, on ne peut pas vous rater. Et nous, on est pile poil à la sortie et on vous offre un abonnement d'ailleurs au magazine BRA de 6 mois si vous donnez votre carte à Hilaria qui doit être sur le stand juste à la sortie. Voilà, si ça vous tente pour découvrir le magazine BRA Tendance Restauration pendant 6 mois. Merci à tous pour votre attention et bon repas et bonne fin de salon.